Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial puisque je vous ai proposé pour le passage aux 1500 abonnés de me poser les questions que vous pouvez vous poser et auxquelles soit j'ai répondu mais il y a longtemps et vous ne me suiviez pas à ce moment-là ou vous avez oublié, soit des questions auxquelles j'ai jamais pu répondre, des points que j'ai jamais abordés. Voilà. Donc avant de commencer, bien sûr, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai lancé l'idée il y a une dizaine de jours quand je suis passée à 1500 abonnés. Et là, tout à l'heure, j'ai vu que j'étais à 1600. Donc voilà, il était quand même temps d'enregistrer cet épisode des spéciales des 1500. Hein. Donc voilà, vraiment un immense merci. Comme vous le savez, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer ces vidéos. C'est encore plus agréable pour moi de savoir que de votre côté ça vous plaît aussi. Voilà, donc merci. Donc suite à mon appel à ces petites questions, à cet épisode spécial, j'ai eu pas mal de réponses, pas mal de questions que j'ai essayé, vous me connaissez, que j'ai essayé de classer. Donc j'ai utilisé le logiciel Xmind, dont j'aime bien vous parler dès que je peux, qui est donc un logiciel de mind mapping. Donc là ça s'y prêtait mais extrêmement bien. Donc j'ai classé toutes ces questions selon plusieurs grands thèmes, alors de longueur inégale, mais j'ai essayé, puis alors avec des titres pas forcément géniaux, quelques questions de généralité, quelques questions de généralité tricot, quelques questions de détails tricot un peu plus spécifiques, et pour finir des questions en rapport avec le podcast. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts parce que je pense que ça va être une vidéo pas très courte. Alors, tout d'abord dans les généralités, donc vous m'avez posé la question pourquoi triple L, pourquoi ce pseudo ? Tout simplement parce que donc j'ai 3 enfants et leur initiale c'est la lettre L. Voilà. Donc c'est quelque chose qui était important pour moi d'avoir un pseudo en rapport avec mes enfants. Alors, ensuite, toujours dans les généralités, un aliment que j'aime par-dessus tout. Alors, c'est le genre de questions qu'on peut... qui pourrait être facile à répondre, mais j'avoue que j'ai un peu bugué. Alors, déjà, je suis plus salée que sucrée. Et vu la période, j'ai tendance à dire foie gras. Voilà. D'autant plus que... sur mes 3 grossesses, il y en a qu'une qui n'était pas du tout à la période de Noël, mais les 2 autres si, et c'est vraiment, j'ai beaucoup souffert de ne pas manger de foie gras en décembre ou en janvier, parce que c'est vrai que nous on commence du coup le foie gras bien avant, et en fait voilà, j'aurais tendance à dire le foie gras pour le salé, et en sucré, alors là c'est mon mari qui m'a soufflé, le tiramisu. On a passé une semaine en Italie avant que les enfants naissent et j'ai mangé un ou plusieurs tiramisu par jour. Donc j'adore ça. Quel est mon thé préféré ? Donc comme vous le savez peut-être, je bois du thé depuis peu de temps. C'était lié à des soucis de maux de tête qui se sont réglés et qui continuent à se régler. Donc j'ai pu découvrir le thé et j'en suis devenue totalement fan. Et mon thé préféré en tout cas en ce moment, donc déjà c'est plutôt thé noir. Et là mon préféré du moment c'est un thé vanille noisette. J'en ai quasiment plus donc il va falloir que je me réapprovisionne. Sinon j'aime bien quand il y a du caramel, style pomme caramel. Voilà. Alors ensuite on passe à la partie généralité tricot. Alors quand et comment j'ai commencé le tricot ? Donc j'ai appris le tricot avec ma maman qui tricotait et qui tricote toujours. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris. Alors quand est-ce que j'ai appris ? En fait j'ai oublié de lui poser la question, je sais plus. Je sais pas quel âge j'avais, c'était avant 10 ans, ça c'est sûr. Mais alors quand, je ne sais plus. Mon premier projet... je sais plus non plus. C'est intéressant, hein. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, je me rappelle en tout cas d'avoir fait tricoté un pull avec de la laine de la marque Monoprix. Je vous l'ai peut-être déjà dit ça.
Il n'y a pas, je sais plus, de la laine Monoprix. C'était une couleur jean. Et je crois que j'ai fait une partie du pull et que c'est ma mère qui a fini le pull. Voilà. Donc voilà. Et puis après, globalement, sur ma période de tricot, puisque j'ai 32 ans, donc voilà, ça fait un peu moins de 25 ans, je pense, que je tricote. Enfin, un peu moins de 25 ans que j'ai appris à tricoter. Et en fait, j'ai toujours eu des périodes de tricot et puis de pause totale de tricot, de pause totale de tricot. C'est exactement pareil avec les livres. Ça a été pareil. Enfin, en fait, si je dois un peu résumer, c'est comme si que soit j'étais passionnée par le tricot et je lisais pas, soit j'étais passionnée par la lecture et je tricotais pas. Enfin, ça s'est un peu passé comme ça. Il y a une question plus tard sur comment je fais pour lire et tricoter en même temps, mais voilà, c'était un peu comme ça. Donc il y a, par exemple, pendant la période, enfin les périodes où j'ai le plus tricoté, j'ai en tête ma dernière année d'études, où j'ai beaucoup tricoté. Peut-être les 2 années suivantes aussi, avant d'avoir des enfants. Pendant les grossesses, je tricotais. J'ai eu des grossesses où j'étais plutôt alitée. Certaines grossesses, enfin, les 2 premières grossesses tricotées me donnaient des contractions, pas la dernière, mais bon, j'ai quand même toujours essayé de tricoter un peu plus ou moins. Mais une fois que les enfants étaient nés, le tricot était rangé. Voilà, enfin, pas envie en fait. Donc voilà, ça a toujours été des alternances comme ça. Et donc là, la dernière fois que j'ai beaucoup tricoté, c'est quand j'étais enceinte de ma dernière. C'est aussi la grossesse où j'ai été le plus alitée. Et heureusement, c'est la grossesse où tricoter me donnait le moins de contractions. Enfin, me donnait pas de contractions en fait par rapport aux 2 grossesses précédentes. Surtout que j'étais alitée pour ces raisons-là, donc ça aurait été un petit peu dommage. Voilà. Donc c'est un petit peu des alternances. Je pense que je suis quelqu'un de très passionné, mais j'ai du mal à me lancer dans plusieurs passions en même temps. Ça, je pense que vous l'avez compris. Enfin, moi, je sais pas comment expliquer, mais j'ai commencé la couture, mais voilà, je vois bien que sur mon temps libre, j'ai du mal à pouvoir faire toutes mes passions. Donc en général, je me focalise sur une passion, j'y vais à fond, puis une autre, etc. Alors ensuite, j'ai eu des questions par rapport au temps de tricot. Donc, alors elles se ressemblent, mais je trouve que c'est des questions un peu différentes. Donc, quel est mon moment de tricot favori ? J'ai tendance à dire le soir, quand les enfants sont couchés. Quand je suis du coup sûre que je peux tricoter jusqu'à ce que moi j'aille me coucher. Et dans ces cas-là, j'aime bien m'installer dans un fauteuil, les jambes allongées, un plaid comme une mamie, quoi, devant la télé, devant une série, et voilà. Alors, comment est-ce que je partage mon temps de maman avec ma passion ? Donc en ce moment, je ne travaille pas. Contrairement à ce que peuvent penser certains, je ne m'ennuie pas, je ne reste pas toute la journée à me tourner les pouces. Donc en fait, ma dernière a pas tout à fait 2 ans, enfin oui, elle a 20 mois. Elle fait une sieste l'après-midi. Mes 2 grands sont à l'école, donc l'après-midi quand elle fait une sieste, soit j'enregistre des vidéos, sinon je tricote. Le matin, je tricote quasiment pas parce que là, je suis assez contente. Elle est de plus en plus éveillée. Enfin, elle commence à s'intéresser à autre chose que de. C'est un enfant très dynamique, on va dire. Donc, c'est-à-dire que ça la dérange pas pendant 10 minutes de courir autour de la table ou d'aller faire des bêtises à droite à gauche. Et j'ai eu beaucoup de mal à canaliser en fait son attention sur des activités. Et je pense que c'est juste parce qu'elle a grandi que maintenant c'est possible. Donc on peut faire des choses et on fait ça le matin. Voilà, puis après il faut aller chercher tout le monde à l'école. Enfin, le midi on va chercher tout le monde à l'école, après elle fait sa sieste, le soir on va chercher tout le monde à l'école, et puis après il y a les goûters, les devoirs, et tout s'enchaîne assez vite, même sans travailler. Je trouve que ça s'enchaîne assez vite jusqu'au moment où ils se couchent.
Donc voilà, on verra bien quand je retravaillerai comment ça se passera ce moment le soir, parce que ça risquera d'être encore plus chaud, mais bon. Donc voilà, le tricot c'est surtout pendant la sieste et le soir quand les enfants sont couchés. Voilà, les 4 jours d'école de la semaine, le mercredi c'est un petit peu différent, parce que pendant la sieste, je peux quasiment pas tricoter, hein, parce qu'il y a les 2 grands qui sont là. Surtout que j'ai pas des gros dormeurs, hein, donc ma dernière, même si elle a 20 mois, à mon avis, la sieste, ça durera pas éternellement. Je peux profiter encore un petit peu, mais la fin de l'année scolaire, je pense que ce sera fini. Enfin bref, voilà un petit peu comment je me débrouille. Après, mon tricot, je l'emmène partout. Je l'emmène quand je vais chercher les grands à l'école, même si même si j'ai pas le temps de tricoter, même si je pars juste de la maison et que voilà, là-bas j'arrive, j'ai pas le temps, je l'emmène quand même. Enfin, dès que j'ai un rendez-vous chez le docteur, rendez-vous pédiatre pour les enfants, j'emmène mon tricot partout. Et bien sûr, surtout quand je suis en voiture et que c'est mon mari qui conduit, là, j'oublie surtout pas mon tricot, même pour 5 minutes de voiture. Alors, comment se passe une journée idéale de tricot chez moi? Alors moi, ce que je préfère, ce que j'aime beaucoup faire en général, c'est de réussir à tricoter entre le moment où je prends mon petit déjeuner et le moment où je prends ma douche. Voilà, parce que c'est comme si à partir du moment où je prenais ma douche, paf, ça lançait le début de la journée et j'ai l'impression d'avoir tricoté avant que la journée ait commencé. C'est totalement tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça j'aime bien, donc c'est possible certains week-ends ou pendant les vacances. Sinon, ce que j'aime bien après, c'est pouvoir tricoter pendant que les enfants font une activité le matin. Pareil, en début d'après-midi. Après, si on part en voiture, j'emmène mon tricot et puis avoir une bonne soirée, les enfants couchés tôt. Ça nous arrive des fois d'être vraiment hyper en avance et que les enfants sont couchés plus tôt que d'habitude, et là, c'est encore mieux. Combien de temps par jour est-ce que je tricote? Alors, je vous avoue que j'ai pas envie de compter. En fait, je pense que si je commence à compter, je vais déprimer de voir le temps que je consacre à cette activité. Donc, pourtant, avec ce que je vous dis, je pense que même vous, chez vous, vous pouvez commencer à faire une petite estimation et commencer à compter le nombre d'heures de tricot que je fais en moyenne par jour. Mais voilà, donc c'est un calcul très 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 facile à faire, je pense, pour avoir une moyenne, hein, bien que ça dépende de chaque jour, mais je veux pas me déprimer. Comment est-ce que je fais pour tricoter et lire en même temps? Alors, si jamais je fais du jersey en rond, ou même du jersey en aller-retour, ou ou si par exemple je dois suivre un diagramme et que ça fait un moment que je le fais. Par exemple, j'ai plein de tricots autour de moi. Par exemple, quand j'ai tricoté ce gilet-là, qui peut paraître... c'est un jacquard complet, hein. À la fin, le point vient quand on fait sur tout le corps et à un moment donné où on le retient. Donc pareil, là c'est possible de tricoter une fois que le point il est bien mémorisé, etc. Et donc je tricote, par exemple, le pull que je porte avec plein de torsades, là je vais pas lire en même temps. Et donc je suis en train de regarder mon matériel, pour essayer de vous montrer, ce serait plus simple. Mais bon, si je prends un livre, du coup, donc soit je prends mon livre et c'est un jeu de balance, parce que s'il est pile au milieu, et ben il peut tenir tout seul, mais s'il est de ce côté-là, ça va pas trop. Donc du coup, je joue entre mon téléphone pour maintenir la page et des télécommandes à droite à gauche pour pouvoir maintenir le livre ouvert. Voilà. Et sinon, j'avais tenté aussi cet été, je vous en avais parlé, les livres numériques, donc soit via Kindle en ayant téléchargé l'appli Kindle sur l'iPad. Sinon, j'ai une liseuse Kobo. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même hyper pratique, surtout pour tourner la page, on a juste à appuyer ou à balayer un petit peu. Enfin, voilà, donc je trouve ça assez pratique. L'inconvénient que j'ai trouvé, c'est le prix des livres électroniques. Je trouvais ça très cher. En fait, d'après ce que j'ai vu, après, je suis pas non plus une experte, mais je regardais par exemple les derniers Camilla Lackberg. Et
vous pouvez le voir, quand un livre il est sorti en poche, on prend le livre de poche. On a plus de 1000 livres à la maison. Enfin oui, en comptant les livres des enfants. Ça fait un petit moment que j'ai pas compté que nos livres à nous, mais bon, on a beaucoup de livres. C'est un budget, hein, c'est comme pour tout. Entre un livre de poche et pas un livre de poche, si il est sorti en poche, on prend le livre de poche. Voilà. Si c'est style Camille Laberge, que on a hâte d'avoir la suite et tout ça, on prend le livre dès qu'il sort. Et au niveau des livres numériques, si on prend un Camilla Lagerberg, alors pas le dernier sorti, mais celui d'avant par exemple, le prix du livre électronique, enfin c'est peut-être à vérifier ce que je dis, hein, mais le prix me semblait être un petit peu inférieur, enfin du style pour un livre à 21 € comme ça, pas en poche, mais qui est en poche à je sais pas, 8-9 €. On part sur des gros livres. Hein. Le livre électronique de tête, il est aux environs de 15-16 €. Donc je trouve ça un petit peu cher parce que je peux l'avoir en format papier moins cher. Voilà. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que j'ai abandonné parce que je trouvais que c'était un petit peu trop cher. Et puis, comment est-ce qu'on décorait notre salle à manger, quoi. Donc voilà, du coup en fait, avant ça me gonflait vraiment de jouer avec télécommande et tout ça, et puis maintenant ça me gêne moins. Il y a aussi un truc, c'est que sur une page alors c'est pareil, c'est peut-être pas toutes les applis, mais en tout cas sur ce que j'ai essayé, sur une page de livre papier, il y a plus de mots que sur une page de livre électronique. Et en fait, j'ai moins besoin de déplacer mes télécommandes que de tourner mes pages de livres électroniques. Voilà, donc j'avais remarqué ça aussi. Je ferme la parenthèse tricoter et lire en même temps. Alors, quelles sont mes aiguilles préférées? J'ai même pas pensé à les prendre. Alors, mes aiguilles préférées, c'est les Yaya. Depuis que j'ai essayé ça, donc j'en ai essayé, je crois que c'est après l'AEF de 2017, là. Avant, j'avais un kit Knit Pro que j'avais acheté il y a un peu moins de 10 ans. Voilà, un kit d'aiguilles interchangeables. Donc j'ai commencé, sinon les aiguilles circulaires, par des aiguilles que j'ai dû acheter chez Fildar en fin de compte. Avec des bouts métalliques, des aiguilles grises, voilà, avec le câble joint par des câbles. Ensuite je suis passée au kit Knit Pro. J'aimais beaucoup, c'est une période où j'aimais beaucoup tricoter avec des aiguilles en bois. Et depuis que j'ai essayé les Yaya, donc j'ai commencé par acheter des aiguilles fixes 3 et 3,5 je crois, et puis après mon mari m'a offert le kit interchangeable Yaya Sharp, donc avec le bout pointu qui blesse au bout d'un moment là. Et voilà, en fait je suis assez fan, si bien que comme en ce moment je suis multi en cours, il y a quelquefois je suis obligée de passer sur d'autres aiguilles et ça m'ennuie. C'est là que je me dis que j'aime vraiment beaucoup les Yaya. Après, j'ai jamais essayé les Chiagu et j'entends pas mal de bien. Donc ça se trouve, ça changera dans un an, je sais pas. Alors, quelques questions autour de la laine. Quelle est ma laine préférée? Alors, j'ai 2 coups de cœur, mais l'un plus que l'autre. Le premier coup de cœur, c'est... Donc là, j'ai pris ma laine préférée. Le premier coup de cœur, c'est à la fois la qualité et la couleur. Donc là, je vous montre mon Waiting for Rain, mon châle Waiting for Rain de Sylvia McFadden, que j'ai tricoté avec la Hedgehog qualité sock, coloris Teacup, qui est vraiment un coloris... qui est à la mode, mais qui est à la mode depuis un moment. Enfin, je pense que on est beaucoup à bien l'apprécier. Et c'était la première fois que je tricotais la Hedgehog et la seule fois. Et j'ai énormément apprécié la douceur en fait de cette qualité-là. Donc voilà. Et puis le coloris, j'ai trouvé hyper sympa aussi. Donc ça, c'est le premier coup de cœur et qualité et couleur. Et le deuxième coup de cœur couleur. Ça, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je vous l'ai dit, redit, c'est le coloris Golden Praline. Donc là, je vous montre mon Brillium, mon châle Brillium de l'huile au fil. Et donc, c'est le coloris Golden Praline de The Uncommon Thread. Et c'est juste trop beau comme couleur. Par contre, un petit peu moins fan de la qualité parce que c'est plus rêche, quoi.
Et même là, les deux, après blocage, on voit, la hedgehog est beaucoup plus douce que la tute. Et c'est de la tute Uncommon Everyday. C'est pas de la single. Voilà. Alors, après, quelle est ma laine valeur sûre? Alors, je prends la question comme qu'est-ce que... Enfin, si jamais, par exemple, je dois faire un pull, qu'est-ce que j'utiliserais comme laine pour être sûre qu'il n'y a aucun souci? Et en fait, je pense... Enfin, j'en ai pas. Mais... Enfin, j'en ai pas. Il y a quand même deux qualités vers lesquelles... Alors, une moins maintenant, mais une autre toujours. Deux qualités vers lesquelles j'ai tendance à me précipiter, même si je sais qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles ont toutes les deux un gros défaut. C'est... alors, je dois avoir des projets faits avec... Ah bah les deux, là. Donc l'alpaca de Drops, où je me suis souvent précipitée dessus et ça fait un moment que j'arrête en fait. Enfin j'arrête parce que je suis passée à autre chose quoi. Enfin, depuis j'ai découvert la Flora, la Nord et compagnie chez Drops, hein, mais voilà. Donc le souci de celle-là c'est qu'elle peluche et enfin je m'en suis rendu compte un petit peu, mais c'est surtout la Népal. La Népal, mais je continue à en acheter. J'ai quasiment tricoté tout, enfin, pas tricoté toutes leurs couleurs, mais j'ai vraiment énormément de couleurs que j'ai tricotées à la maison, entre les bonnets, les cols des enfants, moi des pulls, enfin voilà. Je saute dessus et encore, hein, enfin j'ai un projet prévu avec, je continue, enfin c'est comme si que c'était, ça avait un côté rassurant. Mais elle a effectivement l'inconvénient de boulocher. Voilà. Donc ça c'est le gilet aidé. Je ne sais plus de qui. Et qui était hyper agréable à tricoter. Et je l'ai pas mal porté. Alors j'ai pas de rasoir à bouloche, mais étant donné que j'ai beaucoup de pulls en Népal, il va falloir que je m'y mette. Alors, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, niveau voix, c'est toujours pas mieux. Alors, quelle est la laine que je rêverais de tester? Alors, j'en ai noté 4, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Où il y a aussi des laines que j'ai déjà testées, mais que j'aimerais retester, entre guillemets. Je pense à la By Simone. Alors, j'en ai noté 4. Les 2 premières me paraissent plus... Enfin, même les 3 premières. Plus inaccessibles que la dernière. Donc, il y a Tout le matin Yarns, La Bien-Aimée et Air de Lune. Voilà, ça c'est 3 marques que j'aimerais tester. Et j'aimerais aussi beaucoup tester la Vilaine, mais là ça me paraît plus accessible au niveau du prix. Air de Lune, c'est que je sais pas encore. Mais je suis sur Instagram à fond derrière, tout ce qu'elle peut montrer, c'est trop beau. Donc, maintenant on passe plutôt au projet. Quel patron ai-je préféré tricoter? Et on se retrouve à nouveau avec le Rating for Rain de Sylvia McFadden. Alors, par contre, donc pourquoi est-ce que j'ai aimé le tricoter? Et en fait, je sais pas trop faire la part entre le patron en lui-même, la qualité de laine, la couleur et le moment où j'ai tricoté. Donc, je trouve que c'est un peu comme les livres, en fait. Par exemple un livre, je suis sûre que si je lis un livre à une période où j'ai plus de temps pour lire, où je suis plus ouverte à la lecture d'un livre, ou je sais pas, il y a des périodes où je vais plus accrocher avec un livre, mais je suis sûre que si le même livre que j'ai trouvé génial parce que je l'ai lu au moment où il fallait, je le lis à une période où j'ai pas le temps et que le livre il traîne, etc., bah du coup je l'aimerais moins. Alors qu'en fait c'est exactement le même livre. Donc je pense que c'est un petit peu pareil avec ce projet-là, parce qu'en fait c'est un projet que j'ai monté à un moment donné où j'étais un petit peu tristounette, voilà, des petites périodes de maman, hein, qu'on a tous à vivre, hein, mais c'est toujours bizarre quand son enfant part de la maison, même si on sait qu'il est très bien là où il va être, mais voilà, il y a toujours des petits moments un petit peu durs pour une maman. Donc voilà, j'ai eu un petit moment dur comme ça, et je me suis dit, c'est pas grave, je me remonte le moral et je monte un projet avec cette fameuse qualité que j'avais achetée et que j'adorais déjà. Et donc du coup, ça a été comme un projet réconfortant. Et je me demande, enfin,
oui, c'est ça. Ça a été un projet réconfortant et je me demande si c'est pas aussi par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé tricoter ce châle. Voilà, donc ça c'est je dirais le patron que j'ai préféré tricoter, mais enfin il y en a plein. Il y a plein de patrons que j'ai aimé tricoter, et puis je vois de plus en plus il y a des patrons où j'apprécie comment ils sont écrits, etc. Donc voilà, surtout que ça c'est un patron où il y avait un diagramme, et c'est l'un des seuls diagrammes que j'ai pas suivi, et j'ai plutôt suivi les explications directement. Et d'ailleurs de mémoire, j'avais même mis des anneaux marqueurs entre chaque section de motifs là, alors que c'est un truc que je fais rarement. Donc c'est pas... Enfin... ça n'a pas coulé de source non plus, quoi, mais... Bref, c'est celui-là auquel j'ai pensé, en tout cas, quand j'ai vu la question. Deuxième question, par rapport au projet, quel est le projet dont je suis la plus fière? Alors, il y a un an, je vous aurais dit celui-là. Je le remonte pour la 3e fois au cas où vous ne l'avez pas vu. Donc c'est le gilet Delft. C'est un modèle gratuit si je ne me trompe pas. Voilà, qui est assez particulier au niveau des motifs. Hein. Donc c'est un gilet 100% jacquard avec en haut des manches un motif différent et sur les manches encore un 3e motif. Voilà. Et ça c'est un tricot que j'ai fait quand j'étais enceinte de ma dernière, où je savais que j'avais beaucoup de temps pour tricoter parce que j'avais que ça à faire de mes journées, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, je pouvais pas m'occuper de grands comme j'aurais voulu. Enfin, la seule fois où je m'étais occupée d'eux comme j'ai voulu, j'avais fini le soir et les jours suivants à l'hôpital. Donc du coup, voilà, je me suis un peu concentrée sur le tricot. Et donc j'avais conscience que je ne tricoterais jamais autant que à cette période-là. Donc là, c'était un peu le projet de ma vie. Non, je disais pas ça, je disais pas le projet de ma vie, je disais c'est le projet le plus complexe entre guillemets que je fais. Enfin pas complexe, mais c'est le plus gros projet que je fais avant d'être à la retraite. Voilà. Donc j'étais fière par rapport à ça en fait, parce que c'était un gros projet. Et cet été, j'ai fait, ça je pense que vous le savez, j'ai fait hop, c'est le dernier de la pile, le Next Year in Lerwick de Torero Design, que j'ai encore tricoté en alpaca. Non, en fait, c'est peut-être la dernière fois que j'ai tricoté de l'alpaca. Je crois que je l'ai fait en juin. Enfin, en fait, j'ai tricoté quand il faisait hyper chaud. Et là, comme il fait froid, en fait, j'ai trop hâte de le mettre. Et je me dis même, ce serait un beau pull de 25 décembre, ça. Parce qu'il y a quand même du vert et du rouge. Enfin bref. Donc ça, c'est le nouveau pull dont je suis la plus fière. Alors, c'est un jacquard avec 10 couleurs différentes. C'était pas difficile à faire, hein, mais en fait c'est juste qu'il faut maintenir la cadence. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quand on a un pull où on a du jacquard en haut, c'est comme ça que moi je vois les choses, mais encore une fois on est tous différents, hein, donc le prenez pas mal si vous n'avez pas le même avis que moi, c'est juste mon avis. Mais quand j'ai du jacquard juste en haut, donc soit je le commence par le bas et après j'ai le jacquard, donc là je suis trop contente, soit je commence par ça et après donc j'ai à être concentrée sur la tension là, puis après c'est fini. Que là sur un pull comme ça, comme il y en a de partout, enfin sur les manches, sur le corps, comme il y a partout du jacquard, même si c'est pas compliqué, il faut quand même toujours maintenir la concentration, en fin de compte. Et surtout plus que l'autre que je vous ai montré, parce que là, le motif change, il change complètement. Enfin, là par exemple, donc les couleurs se répètent sur le fond, mais là on a plutôt une étoile, là plutôt une fleur, là pareil, c'est différent, même si le fond est le même. Et donc voilà, je pense que c'est le tricot dont je suis la plus fière, d'autant plus parce que je pensais pas que j'aurais pu refaire un pull complètement en jacquard avant la retraite. Si je repense ce que je vous ai dit. Alors, ensuite, quand je choisis un nouveau projet, est-ce que je choisis la laine d'abord, puis le projet, ou est-ce que je choisis d'abord le projet et je prends de la laine en fonction? La plupart du temps, je choisis d'abord la laine et après, je choisis le projet. Et
C'est surtout le cas avec tous les beaux écheveaux. Ah, quoi qu'en fait, je me demande si c'est pas moitié-moitié, parce que quand je réfléchis... Enfin, je pense, par exemple, si je vais au CSF, j'ai pas forcément ou à l'AEF, en fait, les dernières fois où j'y étais, j'ai pas forcément de projet en tête, j'achète par coup de cœur couleur, et après, je cherche un projet associé. Et c'est d'ailleurs le travail que j'ai fait il y a pas longtemps, de chercher un projet pour chacun de mes écheveaux. Mais si on prend... c'est peut-être tous mes pulls jacquard, en fait. Tous les pulls jacquard, en fin de compte. Vraiment, je tilte sur le modèle, enfin j'ai un coup de cœur pour un modèle, et là je vais chercher les couleurs, surtout des couleurs de jacquard, c'est pas quelque chose que j'ai en stock, donc du coup voilà, là je vais vraiment prendre de la laine pour le projet, et j'ai aussi en tête de faire un pull à torsade pour remplacer celui-là qui est hyper vieux, vraiment très très vieux. D'ailleurs je dois peut-être avoir l'indé sur Ravelry. Et du coup, là j'ai le modèle en tête, mais il faudra que j'achète la laine associée. Donc 2008, ce pull date de 2008. C'est un pull 100% fil d'art. Et du coup, si je peux résumer, c'est peut-être pour les pulls un petit peu particuliers, style jacquard ou un motif ou autre. Je vais acheter la laine pour le modèle, sinon je pense, j'achète d'abord la laine et après je vois le modèle que je peux faire. Après, sur quels critères est-ce que je choisis mes projets? Est-ce que c'est coup de cœur sur un modèle ou est-ce que je réfléchis en fonction de ce dont j'ai besoin, etc. J'ai envie de dire coup de cœur sur le modèle. Quoique ces derniers temps, je me rends compte quand même que je porte énormément plus de gilets. C'est pour ça que tous les prochains projets, les 10 prochains projets, ça va être que des gilets parce que vraiment j'en porte beaucoup. Je pense que c'est un peu ridicule la manière dont je les porte parce que normalement un gilet c'est quelque chose qui est facile à enlever, donc c'est quand on passe chaud-froid. Moi, le gilet, je le mets le matin, il reste sur moi toute la journée. Ça se passe quasiment comme ça tout le temps. Mais c'est pas grave, je porte beaucoup de gilets. Et d'ailleurs, j'en fais porter beaucoup à mes enfants, ils vont peut-être être traumatisés plus tard. Donc là, voilà, c'est vrai que les prochains projets, je les ai axés gilets parce que c'est ce que je porte le plus. Est-ce que j'ai besoin de gilets? Je pense pas. Est-ce que globalement, j'ai besoin de pulls? Enfin, non. Non, c'est vraiment par coup de cœur, en fait. Et de toute façon, globalement, dans le tricot, je suis vraiment peut-être plus intéressée par la partie tricot que par la partie porter le tricot. Alors bien sûr, je porte mes tricots, mais j'aime tellement le processus que je pourrais peut-être me faire 50 gilets. Alors, est-ce que j'ai un conseil pour les débutants, par exemple, un premier pull? Alors, là, je suis désolée, j'ai pas vraiment j'ai pas de conseil. En fait, j'ai cherché pourquoi, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, je crois que c'est Il Grande Favorito, il y a des pulls où le Ravello, apparemment, il est pas trop compliqué, bref, on entend beaucoup de conseils comme ça. Et en fait, de mon côté, je sais pas, parce que moi, j'ai commencé avec fil d'art. Quand je dis que j'ai commencé avec fil d'art, j'ai lâché fil d'art sur ma vie de tricoteuse il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Et depuis que je tricote plus fil d'art, j'ai découvert pas mal de modèles avec des constructions super intéressantes, alors que j'avais déjà une bonne expérience en tricot et je veux dire, je tricotais depuis longtemps, ça peut paraître prétentieux, mais je tricotais depuis longtemps, donc je savais déjà faire des torsades, du jacquard, etc. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses compliquées, il y a plein d'autres choses que j'ai apprises depuis, hein, on apprend toujours, mais style la brioche, les rangs raccourcis, il y a des choses comme ça que j'ai apprises, mais j'avais quand même de l'expérience. Donc quand j'ai découvert Ravelry, en 2008, je crois, début 2008, avril 2008, je crois que c'était la version bêta à l'époque de Ravelry. Et quand j'ai acheté mes modèles via Ravelry, en fait j'avais déjà une bonne expérience, donc à moins de retrouver des très vieux modèles fil d'art que j'ai pu faire, sinon je j'aurais pas de modèle comme ça à pouvoir conseiller. Peut-être un modèle là par exemple j'ai ressorti un vieux fil d'art
de automne-hiver 2004-2005. Ce fil d'art, ce catalogue, mais j'en ai des souvenirs, enfin c'est de tous ceux que j'ai, de toutes les dizaines et dizaines de catalogues fil d'art que j'ai, c'est celui-là qui m'a le plus marqué en fait. Et bah, du coup, quelque part, ce modèle-là, bon, les rayures, enfin c'est pas très compliqué quoi. Le souci des modèles fil d'art, alors peut-être que c'est plus comme ça maintenant, mais c'est que c'est des modèles tricotés à plat. Et je sais plus si j'avais prévu d'en parler après, mais en fait actuellement c'est comme si j'en voulais un petit peu à fil d'art parce qu'il y a une période où voilà, on avait pas internet, ou alors on avait internet mais d'une manière très limitée. Je sais pas si vous vous rappelez de quand on avait seulement 1 heure d'internet par mois, chez moi il fallait diviser ça entre chaque membre de la famille, donc ça fait pas beaucoup, donc on va pas penser à regarder des techniques de tricot, découvrir des nouvelles, des aiguilles circulaires, et du coup aiguilles circulaires, tricot en rond, etc., etc. À la fin quand même, quand je tricotais des modèles fil d'art, même avant de découvrir les aiguilles circulaires, je tricotais mes gilets sur des aiguilles droites parce que j'avais déjà horreur de faire les coutures sur les côtés, donc je faisais mes demi devant et le dos tout d'affilée, donc voilà, c'était avant d'avoir les aiguilles circulaires, j'avais un peu modifié ça, donc je pensais à enlever 2 mailles de chaque côté parce que c'est ce qui sert à la couture et compagnie, mais sinon, globalement, j'ai été dans un moule fil d'art, donc tricoté à plat. L'échantillon, alors j'avoue que là c'est de ma faute, mais ça je vais en parler après, mais je faisais pas d'échantillon. Parce qu'en fait j'achetais la laine qui allait bien avec le modèle. Et puis en plus à cette période je connaissais pas non plus la méthode continentale, je tricotais comme j'avais toujours appris à tricoter et en fait je tricotais pile comme il fallait, donc mes pulls tombaient toujours très bien, c'est à dire que je prenais l'étiquette de la pelote et puis quand il y avait écrit 23 mailles avec des aiguilles 3,5, bah en fait je tombais sur ça quoi. Je ne bloquais pas mes tricots, enfin voilà, donc alors faut quand même dire que dans les catalogues fil d'art il y avait quand même quelques infos comme vérifier la taille, l'échantillon indispensable. J'ai vu ça tout à l'heure, je me dis, mon Dieu, il y a peut-être des infos en fait dans ces magazines. Les abréviations, le grafting sur lisière, la couture à point arrière, la couture invisible, coudre en colure, enfin voilà. Il y avait quand même des petits conseils, mais le blocage... Et je crois quand même qu'il y a peut-être des moins anciens magazines où ils disaient quand même de bloquer le tricot, où ils parlaient de pâte mouille ou quelque chose comme ça. Bref. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, j'en veux un petit peu à fil d'art parce que j'ai l'impression d'avoir comme, j'allais dire perdre du temps, mais plutôt pendant peut-être 15 ans, j'ai l'impression d'être restée en fait un petit peu au point mort ou de pas avoir... pu découvrir tout ce qu'une une tricoteuse qui commence maintenant, elle a tout à portée de main en fait. Il y a YouTube, plein de sites de laine différents, etc. Alors que une période on allait au magasin fil d'art du coin et voilà. Bref. Donc ça c'était pour répondre au conseil. Est-ce que j'ai un conseil pour les débutants? À la question, pardon. Peut-être un pull en jersey, en rond, sans couture, avec des grosses aiguilles pour que ça monte vite, ou peut-être un châle qu'en point mousse pour commencer. Ah bah oui, en fait, peut-être un châle au point mousse. Que pense mon entourage de mon addiction au tricot? Est-ce que j'ai souvent des remarques, des reproches, ou au contraire des encouragements? Alors, mon entourage proche, c'est mon mari. Et mon mari, en fait, il s'en fout. Il s'en fout. Donc je peux pas dire, par exemple, si je lui pose une question, oh, t'as vu, je viens de finir mon pull, il sait qu'il faut répondre, ah il est beau ton pull, donc il va me dire, ah il est beau ton pull. Après je vais lui parler de trucs, mais je pense qu'il s'en fout complètement. Bon, du coup quand on s'est connus, je tricotais déjà, donc voilà, il m'a pris avec le tricot. Et voilà, donc je lui ai pas menti sur ça. Il a en plus quand on s'est connus, j'étais déjà dans une bonne période de tricot, donc voilà, pas de mensonge du tout. Après il va pas m'encourager à faire un truc, des fois je lui demande son avis entre tel ou tel modèle, mais lui il va me donner le premier modèle qu'il lui donne, le premier modèle qu'il voit, et puis
Et puis de mon côté, j'écoute pas tout le temps son avis. Après, entourage un petit peu plus, un peu moins proche, bah, du côté de mes parents, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est- Être addict au tricot, ma mère ne voit pas où est le problème. Côté de mes beaux-parents, non, y a pas de souci. Surtout que je tricote beaucoup quand je suis chez eux, mais non, y a pas de remarque par rapport au fait que je tricote trop. Voilà. Après, mon fils, j'ai tenté de lui parler du tricot. Il m'a dit, oh, c'est beaucoup pour les filles. Alors, non, 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 commence pas à penser ça. Ma fille, elle s'est tricotée. Donc, elle a 6 ans. Elle tricote pas tout le temps, hein, mais on reprend de temps en temps son tricot. Et puis, elle oublie pas d'une fois sur l'autre, donc ça, c'est bien. Et puis, ma dernière, à 20 mois, je lui confie surtout pas des aiguilles. Voilà. Est-ce que mon stage est organisé? Alors, la personne qui m'a posé cette question, alors je garde toutes les questions anonymes, hein, parce que je ne vous ai pas demandé au fur et à mesure si vous vouliez que je dévoile votre pseudo, donc je le fais pas par défaut, mais la personne qui m'a posé cette question s'attendait, je pense, à une certaine réponse, n'est-ce pas? Et ben non. Et ouais, mon stage n'est pas du tout organisé. Alors, j'ai énormément d'anciennes pelotes fil d'art, comme on pouvait faire à l'époque. Hein. Si vous savez, je sais pas si vous savez, mais en fait, fil d'art avait pas mal de qualités un peu froufrou, un peu... Ah bah voilà, ce pull en est un bel exemple. Des laines un petit peu originales, comme ça. Voilà. Quoique ce pull, il me paraît pas mal quand même. Mais voilà, avec différentes matières et tout ça. Et donc, j'ai énormément de pelotes fil d'art, mais j'en ai beaucoup qui sont comme ça. Et donc, je pense que c'est quasiment inutilisable maintenant. Après, j'ai toujours plein d'anciens catalogues où je peux trouver des modèles qui vont bien avec la laine. Mais je pense que c'est un petit peu passé de mode. Ça reviendra, hein, mais certainement, mais pas pour le moment. Donc du coup, tout ça, c'est dans des bacs, c'est rangé. Et alors, mes écheveaux, mes beaux écheveaux, mes belles pelotes, non, c'est pas organisé. Et en fait, je veux pas bien les ranger, parce que si c'est bien rangé, je penserais peut-être moins à les tricoter. Que là, comme c'est pas bien rangé, ça déborde un petit peu de partout, donc là, il faut y aller, il faut les tricoter, il faut vraiment s'activer. Voilà, donc en fait, en réalité, j'en ai de partout. Quelle est la proportion tricot pour moi versus tricot pour les autres? Alors, j'ai calculé par rapport à mes projets finis en 2017 et en fait, il y a 2 tiers des projets que j'ai fait pour moi et 1 tiers des projets que j'ai fait pour les autres. Et les autres, ce sont mes 3 enfants. Et je parle bien en termes de projets finis et pas en termes de temps passé. Sinon, ce serait un petit peu encore plus déséquilibré, donc je passerai encore plus pour une grosse égoïste de tricot. Alors après, on change de partie sur plus de détails niveau tricot. Donc première question, est-ce que j'ai des ratés en tricot? Oui, j'ai des ratés en tricot. Alors au début je voyais pas trop parce qu'en fait je pensais à mes derniers soucis. En fait quand j'ai un pull qui me va pas ces derniers temps, c'est souvent à cause d'un problème d'échantillon. Et donc, si l'échantillon va pas, je me rends compte, je détricote et je refais. Après, j'ai réfléchi depuis le temps que je tricote et j'ai classé mes ratés en 3 sortes de ratés. Alors déjà, il y avait problème d'échantillon. Justement, donc ça, je viens de vous en parler. Si ça va pas, je défais et je refais. Et avec fil d'art, je faisais pas les échantillons, j'achetais les pelotes de la bonne qualité, de la bonne marque et tout ça. Et l'échantillon tombait toujours nickel, donc alléluia, c'était bon. Et depuis que je tricote plus fil d'art, je tricote très rarement la laine qui va avec le modèle. Et en plus, si je la tricote, je fais quand même un échantillon. Et ça, je vous en ai parlé longtemps, que depuis que j'ai découvert les vidéos de Mélina le petit panda, je suis une grande fan des échantillons, je compte tous les faire parfaitement, etc. Et je vois encore plus l'intérêt qu'avant où je voyais déjà l'intérêt. Donc ça, c'est première sorte de raté. Deuxième sorte de raté, le blocage. Et là, je reviens à cette histoire de fil d'art. Je bloquais pas mes pulls. Je les bloquais pas. Et même quand on disait une petite indication de blocage, mais je sais plus quoi, mais je les bloquais pas. Et en fait, j'ai pas mal de soucis par rapport à ça.
Alors je pense notamment à des gilets où en fait les côtes ne se mettaient pas bien. Voilà, c'était pas... On voit que c'est des pulls qui auraient besoin d'un bon... Enfin, des gilets qui auraient besoin d'un bon blocage. Parce que moi, quand je bloque, je mets bien... Quand je bloque des gilets, je mets bien des épingles sur les deux bandes de boutonnage l'une sur l'autre. Donc voilà, du coup les gilets pas bloqués, ça va pas. Et j'avais aussi des soucis, alors sur certains pulls où il n'y a pas beaucoup de côtes, en fait les côtes se relevaient. Et là c'est pareil, c'est un souci de blocage, quoi. Donc en fait c'est des pulls ou des gilets que je ne portais pas, donc des ratés. Et troisième sorte de raté, c'est le lavage. C'est-à-dire que le pull est fait, le pull me va, le pull peut être bloqué, mais le pull est malencontreusement lavé à la machine. Pas par moi, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans la répartition des tâches ménagères à la maison, hein, mais voilà, on s'organise d'une certaine façon. Et du coup, il y a parfois quelques loupés. Alors, bon, il y en a pas, il y en a pas tant que ça, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, il est temps de vous dévoiler un pull dont je ne parle pas beaucoup, où je me fais plutôt discrète sur le pull et que j'ai tricoté et que je ne peux plus mettre. C'est le boxy. Le boxy de Rory Locatelli qui est passé malencontreusement à la machine. La laine, elle est toute bouillie en fait. On voit même plus, enfin ça a fondu. On a du mal à voir... En fait, si j'approche, on voit pas ce que je veux dire. Mais... Enfin voilà, ça a bouilli, ça... Là, normalement, c'est des alternances... Ah, mais c'est pénible, parce que quand je vous montre à l'écran, en fait, vous voyez pas ce que je veux vous dire. Alors, je vais me tenir éloigné, comme ça, vous me croirez. On voit pas la distinction des points, voilà. Et puis surtout, je rentre plus dedans, quoi. Enfin, rentrer les bras dedans, c'est compliqué. Alors pour rigoler, j'ai essayé à ma fille, à ma grande de 6 ans. Mais non, il est trop grand encore pour elle. Puis en fait, il a une forme tellement difforme que... il est tout froissé aussi, mais maintenant il est encore... Enfin, presque plus large et plus court. Donc voilà. Donc ça, c'est un raté. J'ai encore... ça a encore un petit peu de mal à passer. Et le dernier raté en date, c'est le Miss Marple de ma dernière, que je lui fais très très souvent, qui est passé aussi à la machine. Mais en fait, il lui va. Donc voilà. On sent quand même que c'est comme un peu fondu, mais bon, ça lui va, donc c'est pas grave. En plus, c'est du 18 mois, ça, elle va pas le porter trop longtemps. Voilà. Alors après, une partie blocage. Blocage, quel est l'intérêt du blocage ? En fait, j'ai répondu, l'intérêt du blocage, enfin moi je vois surtout pour... quel est l'intérêt du blocage ? Comment bloquer ? Comment est-ce que j'entretiens mes tricots ? Je vais répondre à ces trois parties en même temps. Donc, l'intérêt du blocage, je le vois surtout pour les gilets, où là, je bloque bien, comme je vous dis, les bandes de boutonnage l'une sur l'autre, ou sur les pulls où il y a un tout petit peu de côte, et du coup, je fais bien en sorte que ce soit à plat pour éviter que ça repique. Donc ça, c'est la première chose. Les pulls, je les bloque sans les épingler. Les châles, ça dépend. Ça dépend. Là, j'avais bien épinglé celui-là pour que ça ait une forme un petit peu harmonieuse. Ce qui est un petit peu bête parce qu'un châle, je l'entoure complètement autour du cou, mais bon. Donc, en fait, je suis plutôt la plupart des blocages que je fais, c'est juste je pose et je laisse sécher. Et donc, en fait, comment j'entretiens mes tricots ? En fait, de la même façon, quoi. Je les lave à la main. Donc, je les mets à part. Je les mets de plus en plus à part dans un petit coin secret. Et après, je lave mes tricots à la main. Donc, vous comprenez pourquoi je les lave à la main. Alors, certainement, on peut les laver à la machine en faisant attention au nombre de tours et compagnie. Je les lave à la main. Voilà. Je ne veux pas revivre ce que j'ai déjà vécu et ce que je vis de temps en temps. Donc, je les lave à la main. Et je les fais sécher à plat sur une serviette. Donc, entre les deux, je fais comme ce que Liz Taylor avait dit dans un article sur son blog. Donc, je mets mon tricot sur une serviette, je remets une autre serviette dessus, je tourne ces deux serviettes avec le tricot au milieu, je marche dessus et du coup ça le sèche déjà énormément, ça l'essore plutôt énormément et en fait quand il a besoin de sécher,
pour un pull en fingering, la plupart du temps, une nuit suffit à ce qu'il sèche tellement il est bien essoré, quoi. Et donc après, je mets à plat sur une serviette et voilà. Donc voilà, je me prends pas trop la tête sur le blocage, mais je fais un blocage à chaque lavage. Est-ce que j'ai déjà fait un tricot pour mon mari? Non, je n'ai jamais fait un tricot pour mon mari. Alors, il faut savoir que mon mari n'est pas du tout frileux. Et que là, en ce moment, alors qu'on commence à avoir des températures négatives, il continue à vivre en t-shirt. Donc lui, il dit que... mais ce qui est logique, hein, enfin, dans la maison, il fait aussi chaud maintenant, surtout que je suis très frileuse. Donc il fait pas froid du tout à la maison, mais on a une température identique à la température qu'il y a au printemps. Donc pourquoi est-ce qu'on va plus se couvrir? Alors que moi, je pense qu'il y a l'aspect psychologique qui joue, et quand je suis dans la maison et que dehors je vois qu'il neige, ou alors que je sais qu'il fait -2, bah en fait j'ai froid, même si dans la maison il fait pas froid. Donc déjà, il est pas frileux. 2, quand il sort, il n'a pas besoin d'écharpe, de col, il a rien sur son cou, il n'a pas de gants, il n'a pas de bonnet, donc voilà, du coup ça sert à rien. Enfin, je peux lui tricoter un bonnet, mais il le mettra jamais. Pareil pour une écharpe et tout. Pourtant, il y a des modèles qui me plairaient, hein, et notamment un modèle de gilet, mais non, ça l'intéresse pas. Après, mon mari, il fait plus d'1m90, donc tricoter pour lui, voilà. Et alors au début, on se connaissait, il me disait de toute façon, ça m'intéresse pas, la laine, enfin que tu tricotes pour moi, la laine, ça gratte. Ça, il a compris depuis le temps, enfin il me le ressort de temps en temps pour me chambrer, mais il a compris depuis le temps que non, la laine, ça ne gratte pas forcément. Donc je ne tricote pas pour mon mari. Après, j'avais des questions sur la méthode continentale. Alors, pourquoi est-ce que j'ai changé? Donc ça, j'ai répondu il y a pas trop longtemps, mais je refais un petit peu le point ici. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé? Il y a un an, un petit peu plus d'1 an, j'ai découvert les... Alors je pense que j'ai découvert plutôt sur Instagram des personnes qui avaient découvert la méthode continentale grâce aux vidéos de Liz Taylor. Donc j'ai été voir les vidéos de Liz Taylor, j'ai regardé. Elle fait une vidéo introductive où voilà, elle explique les intérêts de la méthode continentale. Ça m'a intéressée. J'étais dans une période où j'étais pas multi en cours, j'avais pas 15 projets de programmer et compagnie, donc j'étais plutôt ouverte au fait de changer de méthode de tricot et tout, donc ça voilà. Du coup je me suis lancée avec le Boxy-Raté et voilà, enfin bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé? Parce que j'ai voulu gagner du temps. Alors à la base c'était pour ça, et en fait j'ai aussi gagné aussi perdu en douleur, quoi. Enfin, voilà, j'ai beaucoup moins de douleur à tricoter longtemps en méthode continentale que comme je tricotais avant. Combien de temps pour s'y faire? Je sais plus trop, j'ai envie de dire que je continue à tricoter de plus en plus vite, donc ça c'est pour la vitesse de tricot. Après, combien de temps pour s'y faire? Peut-être les 2-3 premiers jours ont été durs, puis après ça se fait, quoi. Voilà. Je pense que ça dépend aussi de la motivation et puis de l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là. Est-ce qu'on est vraiment hyper prêt à changer de méthode? Est-ce qu'on a le temps pour ça ou pas? Après, une question sur le jacquard. Avec quel projet ai-je commencé le jacquard? Et là, je suis hyper triste parce que je n'ai pas retrouvé le modèle. Alors le pull, je sais que je l'ai plus parce que je crois qu'il avait déteint en fait celui-là. Et on pourrait le mettre dans les ratés tricot. C'était un pull rouge avec un jacquard sur le col blanc. Je me demande s'il n'y avait pas aux manches aussi. Et alors, je crois que j'étais en terminale. En fait, je sais plus si c'était première ou terminale. Donc voilà, 15 ans quoi. Et c'était un modèle fil d'art avec de la laine fil d'art. Et je me suis même pas rappelé de la qualité de la laine fil d'art. Un pull que j'avais tricoté en très grosses aiguilles, style 7-8. Donc qui était très rapide à faire. J'avais vraiment été attirée par le modèle. Et j'avais été casser ma tirelire chez Fil d'Art, parce que c'est ça aussi que je trouve dommage, c'est que leur laine même leur entrée de gamme à l'époque n'était pas très accessible financièrement par rapport à de la Drops par exemple. Donc voilà, j'avais vraiment cassé ma tirelire pour faire ce pull. Donc ça c'était mon premier jacquard. Après j'ai été petit à petit, j'en ai fait
j'ai fait des jacquards avec deux couleurs sur sur le même rang, j'en ai fait plusieurs. Après, toujours quand j'étais enceinte de ma dernière, j'ai fait ce gilet-là, qui est un modèle Drops. C'est vrai que je pense pas assez souvent à les regarder dans les modèles Drops, c'est des modèles gratuits en plus, et vu que je tricote beaucoup de Drops. Et là, je crois que le modèle normalement est en noir et blanc, et moi j'avais introduit une troisième couleur, parce que j'avais vu plusieurs personnes le faire sur Ravelry, et je trouvais ça chouette. Et en fait, en introduisant cette troisième couleur, on se retrouve avec des rangs où on a 3 couleurs à tricoter sur le même rang. Donc voilà, à cette époque-là, je tricotais pas encore en méthode continentale. Donc voilà, j'ai pas trop de soucis parce qu'il fallait... on lâche tout le temps son fil, du coup, je tricotais que de la main droite. Donc reprendre un fil ou un autre, voilà. Il n'y avait pas de problème. J'avais aussi sorti le Lighthouse que j'avais fait l'année dernière. Il y a donc celui dont je vous ai parlé, les deux autres dont je vous ai parlé du coup. En fait j'ai l'impression d'avoir été par palier. J'ai commencé du coup avec un pull jacquard avec 2 couleurs et seulement du coup au maximum 2 couleurs sur le même rang avec des grosses aiguilles. Après j'ai fait un pull où j'avais plusieurs couleurs, j'avais plus 3, 4, 5 couleurs différentes sur le pull mais seulement du jacquard sur le haut du pull avec pas plus de 2 couleurs sur un rang. Voilà, puis après je suis passée du coup j'ai continué à faire des pulls comme ça. Mais niveau difficulté, je suis passée à 3 couleurs sur le même rang. Mais comme je vous dis, comme je tricotais pas en méthode continentale, je pense que c'est la raison. Il n'y avait pas de difficulté d'avoir 3 couleurs sur le même rang. Après, j'ai fait le pull en jacquard 2 couleurs, mais 100% jacquard et en petites aiguilles. Parce que ça, je trouve que ça compte aussi quand même. La taille d'aiguille, c'est vrai qu'un jacquard taille 8 et un jacquard aiguille 3, c'est quand même pas la même chose. Et puis après, pour arriver au Next Year Inner Week, où là, fallait maintenir la cadence du jacquard jusqu'au bout. Donc après, j'ai comme monté des paliers, mais inconsciemment. Après, je sais pas, j'ai pas forcément d'idée sur la suite. Est-ce que j'ai un nouveau défi jacquard à me lancer? Je ne sais pas. 25 couleurs, dont 15 sur le même rang, j'en sais rien. Mais voilà. Alors après, j'avais des questions autour du verre. Mais je suis trop fan de vos questions. Vraiment, c'est top. J'aurais jamais pensé à tout ça. C'est vraiment extra. Alors, pourquoi le verre et depuis quand? Alors, le verre, j'aime le verre depuis... je pense que c'est depuis 2008. Oui, 2008. En fait, c'est juste que j'ai introduit du verre dans la déco de notre salle à manger. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là. Après, quand on s'est marié, je me rappelle que j'aimais vraiment beaucoup le vert. Alors c'était pas dans les couleurs de notre mariage, mais j'étais entre autres maquillée avec du vert. Voilà, donc c'est une couleur. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, c'est indescriptible, mais oui, si je vois plein de couleurs, de toute façon je serais attirée par le vert, voilà, c'est comme ça. Alors, on me proposait de montrer quelques verres différents et de les comparer. J'ai préparé ça. Bon, alors des verres différents, il y en a vraiment beaucoup. Alors déjà, je vais porter ce pull là parce que ça me faisait rire de... comme je reparlais du passé et tout, ressortir un vieux pull fil d'art, un peu difforme depuis le temps que je l'ai fait, mais c'est surtout au niveau des manches là. On pourrait mettre 3-4 bras comme moi. Mais en plus il était vert et ça m'a fait rire de me dire, en fait déjà à cette époque-là je faisais un pull vert quoi. Ce que personne n'a idée de faire, mais... Alors, au niveau des verres que je peux avoir. Donc j'ai mon Find Your Fade qui est mon châle chouchou. En ce moment, je le porte et je le reporte. Et là, j'ai déjà 2 verres. Donc là, le vert foncé, c'est de la Malabrigo Sock Coloris Ivy. C'était un reste de mon Nightscape. Donc là, on se rend vraiment compte, même plié, pull plié, on se rend compte de toutes les variations de vert qu'on a. Donc ça, c'est plutôt du vert foncé.
je vais peut-être rester dans les verts foncés. Donc vert foncé, après, dans les verts foncés, bah, j'ai aussi celui-là. Donc là, c'est de l'alpaca. Et sur le Next Year in Lerwick, j'ai... Alors, je compte pas celui du haut comme du vert, c'est pourtant du vert pastel. Mais... j'ai 3 sortes de verts. Donc là, j'ai un bleu vert, celui-là, là, qui est pas mal. Un vert assez classique et un vert un petit peu plus clair. Ça, j'adore. Les autres, j'aime bien aussi, mais ça, j'adore. Mais en fait, le vert qui est là, donc d'alpaca chez Drops, je l'ai utilisé énormément de fois. Donc c'est pas celui que je préfère, hein, c'est celui qui est juste en dessous. Parce que quand j'ai fait mon carreta de folie ordinaire, je l'ai tricoté en or de Drops. Et je trouve que la Nord reprend les coloris d'alpaca. Et bon, vous voyez pas grand chose en fait, mais il faut me croire. Ce vert là et ce vert là, c'est quand même, pour moi, c'est un équivalent. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, lors d'un épisode, j'étais en train de tilter que ce vert, en fait, ça me disait quelque chose. Je le trouvais vraiment très beau, mais il me disait quelque chose. Et en fait, c'est parce que mon gilet était... Et d'ailleurs, j'ai fait un bonnet aussi. Un bonnet pour Mélina que j'avais testé et qui sort là. Que j'avais testé il y a presque... je vais dire un an, 11 mois, et qui va sortir. Et du coup, c'était des restes de ça. Donc là, on a ce vert-là. Et c'est vraiment proche de celui-là. Voilà. Bon, si vous voulez toutes les références des verres et compagnie, bah, je vous conseille d'aller sur ma page Ravelry. Voilà. Et le vert dont je vous parlais là, que j'aimais beaucoup là, celui-là. En fait, je vous dis, j'aime beaucoup, mais je viens de vous montrer le carreta, donc le vert juste en dessous, puis j'adore aussi. Mais je suis peut-être moins vert comme ça. Enfin, ça, c'est un faux vert, hein. C'est un bleu qui s'est déguisé en vert. Hein. Et celui-là, le vert du fond, là, qu'on voit bien sur les côtes, c'est le même que ce vert-là. Voilà. Donc ça, c'est les verres de chez Drops. Je vous ai montré le verre de Malabrigo. Il m'en reste 2 à vous montrer. Alors j'espère que j'ai pas oublié des verres dans mes tricots. Donc il y a ce verre-là. Donc ça, c'est à une tache pistache de la Féfil. Il est trop beau. Et donc enfin, vous le savez, j'ai des écheveaux prêts à être tricotés pour faire un gilet. Que je pensais me transformer en gilet Samal de Rory Locatil. Et celui-là, enfin quand j'ai tricoté, je me suis dit, il n'y a pas plus beau vert que celui-là. Vraiment, c'est le vert que je préfère. Et entre les deux, je préfère celui-là. Mais j'ai tricoté ça en été. Et là, comme on est plus en hiver, celui-là, pas mal aussi. Hein. Et le dernier vert que j'ai tricoté et que je trouve aussi très beau. Alors, en fait, les verts que j'aime bien, c'est pas des verts non plus totalement francs. Parce que là, les verts mix, là, les coloris mix de chez Drops, ouais, vous voyez rien. Mais en fait, c'est un vert avec des petits morceaux de jaune, en fait. Et ça, c'est un truc que j'adore. Quand c'est un peu chiné. Et donc le dernier vert que j'ai tricoté, c'est le coloris Belfast de Madeleine et Philibert. Et c'est pareil, je le trouve vraiment magnifique. Et là, il a des taches, jaunes. Donc là, si on prend le Tiny Tache Pistache et le Belfast, bah, c'est pas pareil. Enfin, celui-là est vraiment plus foncé. Et si après on met le vert de la Drops, ben on est encore sur autre chose quoi. Et là, le vert là est bien plus foncé que les autres, bien qu'il ait des splashes jaunes. Donc ça vraiment c'est 2 verts que je trouve trop beaux. Voilà, j'espère que je vous ai converti au vert après cette magnifique démonstration. Alors, on m'a aussi demandé comment coudre des boutons, enfin comment coudre un bouton. Alors, je ne me suis jamais trop renseignée sur le sujet. Moi, j'ai fait comme ma mère faisait en fait.
C'est-à-dire que j'utilise la laine de l'ouvrage. Et quand c'est des boutons avec 4 trous, je fais une croix dedans. Voilà. Après, je m'amuse. Soit je fais en sorte que tous les boutons aient la croix dans le même sens, c'est-à-dire là, le fil là qui passe après celui d'avant. Ou alors, donc soit tous les boutons sont faits pareil, soit j'alterne une fois sur deux, je change le sens. C'est un truc que personne ne voit, mais voilà. Donc je couds les boutons comme ça. On m'a aussi demandé une astuce inavouable en tricot. Alors heureusement on m'a soufflé derrière une petite idée. Comptage des mailles avec anneau marqueur. Oui, je fais ça, effectivement. Par exemple, si je dois monter... Alors si je dois monter 10 mailles, c'est bon. Mais si je dois monter du style 330 mailles. Une fois que j'ai fini de monter mes mailles, je vais les compter 2 ou 3 fois. Sauf que compter les mailles, ça me gonfle. Je trouve que c'est une perte de temps, j'ai trop hâte de tricoter, mais c'est dommage de commencer à tricoter si on s'aperçoit qu'il nous manque des mailles ou qu'on en a en trop. Donc j'utilise ces anneaux marqueurs là, alors qui sont pas top en tant qu'anneaux marqueurs tellement c'est large et du coup ça peut élargir un peu le tricot, mais ils ont l'avantage de pouvoir se coulisser comme ça quoi. Et donc sur mon aiguille circulaire qui a juste les mailles montées, je mets des petits anneaux marqueurs comme ça par paquet de 50. Et après, en fait, je revérifie par paquet de 50. Voilà. Et quand je dois compter à la fin, au lieu d'être là à 325, 326, en fait, non, je suis juste à 25, 26. Voilà, ça me demande moins de réflexion de mettre mes petits anneaux marqueurs par paquet de 50. Et puis une fois que c'est fait, donc juste, je les clapse comme ça dans mon câble. Et puis une fois que c'est compté, je les enlève et puis c'est bon. Voilà. Je vois pas trop d'autres astuces inavouables. Si ça me vient, je vous les dirai au fur et à mesure pendant mes épisodes. On en vient à la dernière partie. La dernière partie, c'est la partie podcast. Alors, tout d'abord, pourquoi et comment est venue l'idée des podcasts je crois que ça a commencé parce que je regardais en fait. Enfin, je regardais. Alors, je regardais pas énormément, je regarde plus maintenant. Mais ça me tentait parce que je trouvais l'exercice assez rigolo. Sauf que quand j'ai commencé, je montrais pas encore du tout. Enfin, je ne montrais pas encore mon visage sur Instagram. Ce qui a changé depuis. Voilà. Donc l'idée m'est venue parce que j'ai vu d'autres en faire et que ça me tentait. Après, je pensais que ça allait... Enfin, ça me paraissait plus simple, plus rapide, plus expéditif qu'un article de blog. Parce qu'un article de blog, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'écrire et tout ça. C'est pas ce que je préfère, mais en même temps, j'arrive pas à me résoudre à fermer mon blog parce que je trouve qu'il apporte des infos qu'il n'y a pas dans mes épisodes de podcast, qu'il n'y a pas dans les vidéos dédiées quand je finis un projet, qu'il n'y a pas sur Instagram. Donc voilà, je le laisse quand même. Donc je trouve pour le moment que tout n'est pas... Quand on a le temps, hein, enfin, je m'entends, je trouve que tous ces moyens-là de communiquer ne remplacent pas l'autre, contrairement à ce que je pensais quand j'ai commencé les podcasts. Mais voilà. Donc voilà, au début je pense que je voulais un peu arrêter le blog et au final ça fait pas un an encore que je fais mes épisodes de podcast, enfin que je vais commencer mon podcast, mais mon blog est toujours là et je vais d'ailleurs faire un article tout à l'heure. Alors, avec quel logiciel est-ce que je fais mes montages vidéo? J'utilise le logiciel Movavi, qui est un logiciel payant. Je crois que c'est 40 € par an, si je me trompe pas. J'utilisais Windows Movie Maker. Je sais jamais le nom exact de ce truc-là. Et en fait, alors j'ai commencé comme ça. Ça me paraissait logique. Je commençais, je savais pas si j'allais aimer, j'avais pas... j'en savais rien. Je préférais utiliser le logiciel qui était déjà dispo sur mon ordi. Et en fait, je me suis assez vite sentie à l'étroit. Il y avait des choses que je voulais faire qui n'étaient pas possibles. Voilà. Donc, comme j'ai vu que je prenais assez goût au truc et que j'ai eu l'occasion de tester Movavi en version gratuite pour un autre truc, pour faire des captures d'écran tout simplement, et ben j'ai vachement accroché avec le logiciel. Donc voilà. J'utilise celui-là.
Voilà. Après, donc, enfin, il me propose des petites choses. Par exemple, sur mon intro, le logiciel permet de faire le triple L là, avec qui arrive tout doucement, enfin, lettre par lettre. Enfin, il y a une petite animation autour. Après, le fond avec les vidéos, enfin, une espèce de petite bulle là, de toutes les couleurs qui apparaissent et disparaissent. Ça, c'est des vidéos libres de droit que j'ai téléchargées sur internet et que j'ai coupées, accélérées ou décélérées, je ne me rappelle plus, mais voilà, adaptées pour que ça me plaise, quoi. Voilà, donc c'est en tout cas un logiciel qui est vachement plus pratique parce que on a plusieurs zones de montage en fait. On peut mettre plusieurs pistes audio en même temps. Euh, bon. Sur l'autre, on peut le faire aussi, mais là en fait, enfin, ce qui est bien aussi, c'est que la piste audio de la vidéo que je mets est détachée. Donc on peut vraiment jouer sur ça. Par exemple, s'il y a un décalage, on peut jouer sur cette piste audio. Enfin, je sais pas, ça fait table de montage, quoi. Enfin, c'est vraiment bien fait. On a plusieurs zones où on peut mettre des photos sans que ça coupe la vidéo. Enfin, on peut jouer sur les photos. Il y a beaucoup d'animations. Alors moi, j'utilise pas trop les animations du coup de transition et tout ça, mais il y en a énormément. Enfin, c'est vraiment vraiment bien. Des petits bruitages aussi. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour filmer? J'utilise mon iPad. Quand j'ai commencé, j'ai fait des tests entre la caméra que j'avais, l'appareil photo que j'ai, qui me paraissait assez bien comme appareil, et je me suis dit, allez, j'essaye l'iPad, on verra bien, même si j'y croyais pas du tout, quoi. Et en fait, c'est l'iPad qui a donné le meilleur résultat au niveau de la qualité. Donc voilà. Il y a juste ma première vidéo qui a des gros soucis de son. Donc depuis, j'ai acheté un micro que je vous montre pas, sinon vos oreilles elles vont hurler. Mais un petit micro sur Amazon que j'ai payé 10 € et en fait ça suffit, quoi. Dernière question. Quelle est la musique de mon générique? Alors j'ai la musique du générique tout au début là, ça s'appelle A Long Cold Sting. Et les musiques d'intro que je mets quand je parle et que je mets à la fin quand je commence à parler et tout ça là, ça s'appelle Italian Afternoon. Ce sont des musiques que j'ai trouvées, enfin la première j'ai un doute, mais les deux ce sont des musiques libres de droit. Et enfin faut savoir que YouTube met à disposition des musiques comme ça, voilà, gratuitement. Donc il y a deux styles, YouTube met à disposition deux types de musique. Certaines qui sont libres, enfin les deux on peut les utiliser, sauf que l'une on n'est pas obligé de citer la source et l'autre on doit citer la source. Voilà. Et on doit citer la source de différentes manières. Je crois qu'il y a chaque musique a un peu ses exigences, des exigences différentes. Des fois il y a tout un texte à copier-coller et j'avais pas envie de faire ça, donc j'ai utilisé les autres. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir parce que je pense qu'on pense pas toujours à fouiller dans YouTube. Je pense que YouTube n'est pas toujours intuitif. Bon, moi je suis plutôt Apple, donc voilà, je suis un petit peu moins Google. Peut-être que ceux qui ont des Android, ça leur paraît tout à fait naturel d'utiliser YouTube. Pour moi, non. Donc il faut un peu chercher un petit peu de partout et puis voilà, ça se fait pas trop mal. Bon, eh bien c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et encore un immense merci pour vos questions qui étaient vraiment top et assez rigolotes à répondre, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon, je suis pas sûre de faire demain un autre épisode comme ça, hein. Je sais pas encore si ce sera un épisode complet ou si je vais le couper en deux. Mais voilà, c'était vraiment rigolo. Donc merci beaucoup à vous, encore merci pour tous vos abonnements et puis je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode de podcast. À bientôt.